Le cercle des experts de Smart Job dans le cercle RH, c'est chaque vendredi pour balayer l'actualité. Alors évidemment, l'actualité, elle est marquée par cette invasion russe en Ukraine et les conséquences évidemment sur les entreprises françaises, tant celles qui vont exporter que celles qui ont des difficultés d'approvisionnement. Et puis évidemment, la crise énergétique d'un côté, pétrole, gaz, et puis de l'autre, des chefs d'entreprise qui commencent à s'inquiéter parce que l'essence montant, le prix de l'essence montant, ils disent on va fermer boutique, on va devoir, je pense aux transporteurs notamment, qui s'inquiètent énormément. Mes invités sont là. Marine Balançard, bonjour. Bonjour. Ravi de vous revoir, directrice générale du cabinet Ariséal et auteur d'un livre remarqué sur bien décider. Voilà, décider, ça se travaille. Ça se travaille, qui est une de vos passions. À vos côtés, Arnaud Imbert-Droz. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ravi de vous accueillir. C'est la première fois que vous venez, ou deuxième fois que vous venez sur notre plateau. Ce n'était pas moi, je crois, qui présidait à l'émission. C'était tout aussi bien. C'était tout aussi bien, mais évidemment que c'est aussi bien. Président exécutif de Valdelia, qui est une SAS, une société justement qui est dans la chaîne, je dirais, de l'économie circulaire dans le cadre de l'éco-contribution. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Je ne sais pas si vous êtes impacté, on en parlera avec vous dans quelques instants. Et puis Frédéric Ivernel, alors c'est la culture. Alors là, il n'y a pas d'importation ou d'exportation vers l'Ukraine ou la Russie. Vous êtes le DRH du Théâtre du Châtelet. D'abord, un mot, parce que ça vous a marqué l'allocution du président Macron. On va en avoir les déclinaisons là dès lundi. Le plan de résilience, comment vous l'avez entendu, ce plan de résilience ? Qui veut commencer ? Parce que résilience, c'est un mot qu'on a beaucoup galvaudé, mais là, le président a pris solennellement la parole en disant on va lancer un plan de résilience. Un plan, ça veut dire que quoi ? On va aider les Français, on va les indemniser, on va augmenter la prime carburant. Enfin, comment vous voyez les choses ? D'abord, si on s'arrête juste une seconde sur le mot, résilience signifie qu'on a tout de même la capacité à se réinventer, qu'on a la capacité à rebondir. On est résilient à partir du moment où on s'inscrit dans un schéma où on peut se dire qu'effectivement on a la force pour reconstruire un projet un peu différent. La résilience, c'est ce qu'on attend de quasiment tous les salariés aujourd'hui, dans un monde très chaotique, dans un monde d'incertitude, où il faut s'adapter de façon constante, où l'échec devient partie prenante finalement de la vie professionnelle. La résilience, c'est probablement aujourd'hui l'une des valeurs essentielles qu'on doit tous partager. Marine Balançard, résilience, ça pouvait être entendu aussi comme un président qui nous dit préparez-vous, vous salariés, citoyens, à faire le dos rond parce que il va y avoir des turbulences. Oui, alors la résilience remplace le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que le gouvernement ne veut plus dire quoi qu'il en coûte, donc ils l'ont remplacé par résilience. Pour vous, c'est synonyme, c'est-à-dire parce que j'ai vu le plan gouvernemental qui était en écriture, puisque là, Jean Castex va le dévoiler dans les jours qui viennent. Il y a de nouveau des aides, il faut soutenir, il faut... Et le problème de la résilience, c'est que, comme le disait Boris Cyrulnik, après un choc, on revient à sa forme initiale. Et pour moi, c'est ça le problème, c'est qu'on ne va pas revenir au monde d'avant. Donc le terme résilience n'est pas... pour moi, exact. Voilà, parce qu'on va transformer la société, on ne va pas revenir à sa forme qui préexistait. Je vous vois opiner, Arnaud Imbert-Droz. Qu'est-ce que vous en pensez de cette résilience ? Vous êtes chef d'entreprise par ailleurs, et cette question, elle vous impacte. Il y a des collaborateurs qui vous disent moi, mon pouvoir d'achat, et puis si le gaz augmente, si l'essence augmente, si ma facture... Voilà, et ça, vous êtes confronté à cela au quotidien. Pour nous, c'est une opportunité dans nos activités, puisque la résilience, ça va être aussi l'investissement sur la fin en fait, de l'opposition entre l'économie et l'écologie. Ça va être la capacité, en fait, effectivement, de se réinventer et de réinventer une consommation plus durable. Et certainement, transition même d'ailleurs. Une transition. Peut-être effectivement revenir sur un monde d'avant qui était un monde moins mondialisé, sur lequel on avait des consommations de matières premières qui étaient peut-être plus de proximité. Donc pour nous, à ce stade, on va dire que potentiellement, c'est plutôt un espoir qui est qu'on va réinjecter financièrement des sommes pour développer sur notre territoire un certain nombre d'activités qui aujourd'hui ont été déplacées, et notamment sur les activités d'économie circulaire. Donc pour nos collaborateurs, c'est plutôt une opportunité, puisque c'est la possibilité de voir un certain nombre de nouveaux business se mettre en place, des opportunités, y compris pour des personnels. C'est intéressant d'entendre ça, dans ce climat morose, un chef d'entreprise qui dit nous, on peut tirer profit ou force d'une situation qui est dramatique. On pense effectivement que c'est vraiment l'opportunité du moment, parce que ce qu'on sait, c'est que cette transformation en fait, de notre économie vers une économie effectivement moins consommatrice, c'est énormément de consommation financière. Et si effectivement on a enfin un gouvernement qui
se saisit du sujet et qui est en capacité d'aider les entreprises à se transformer, parce qu'il ne faut pas se tromper, les entrepreneurs ne sont pas contre l'écologie, contre moins de consommation de matières directes. Il faut en fait être en capacité d'avoir suffisamment de sommes pour faire deux choses importantes. La première, c'est d'investir sur l'outil industriel. Et là, on voit qu'on a une directive qui a été prise et qui continue à être prise en ce sens. Et je pense que pour nos collaborateurs, il y a un sujet très important qui est la formation, et notamment la formation continue. On a commencé à entendre effectivement notre Premier ministre réinsister sur ce sujet-là. Finalement, c'est comment, à partir de 40 ans, je commence à construire mon parcours d'après, y compris quand j'ai été dans des métiers manuels. Et ça, je pense que c'est une opportunité pour nous. Alors, vous êtes dans deux secteurs, dans le tertiaire, enfin dans le conseil et dans la culture, mais je lisais des témoignages de routiers, d'artisans routiers qui sont sur les routes. Certains sont artisans routiers, c'est-à-dire qu'ils ont 2 ou 3 camions, travaillent en famille, et ils disent là aujourd'hui, si on continue comme ça, que nous n'avons pas d'aide du gouvernement, nous mettrons la clé sous la porte, puisque le prix de l'essence évidemment a explosé, et ils ne répercutent pas sur leurs clients, évidemment, le surcoût. Enfin, est-ce que vous êtes inquiet? Parce qu'il y a quelques semaines, Marine Balançard, je crois, était là, l'économie était florissante, c'est-à-dire qu'on nous disait l'économie est repartie, on a une croissance, une alternance qui fonctionne, du chômage qui baisse, on parlait même du plein emploi sur ce plateau, et on est douché par cette invasion russe. Patatras, j'ai envie de dire là. Non, il y a une inquiétude là? Comment pourrait-il ne pas y avoir d'inquiétude? Bien sûr qu'il y a une inquiétude. Quand le prix du baril de pétrole est multiplié par 2... Il a baissé de $20 aujourd'hui. Évidemment qu'il y a une inquiétude, parce que les gens sont directement touchés à la poche. Et dans les activités que vous évoquiez à l'instant, où grosso modo 80% de la matière première est liée effectivement à l'essence, il est compliqué d'imaginer un avenir si rien ne change dans des délais très brefs, s'il n'y a pas d'aide immédiate. Donc c'est le retour du quoi qu'il en coûte, ça va pour faire le lien avec Marine Balançard. Je préfère la résilience. Préférez-vous la résilience? D'accord, non, mais c'est les mots ont un sens. C'est agréable à entendre et plus positif et plus constructif, quoi. Mais bien sûr qu'il y a de l'inquiétude. Le président, alors dans cette émission c'est intéressant parce qu'on va faire un pas de deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le président de la République qui est aux première ligne, c'est le cas de le dire, sur le débat ukrainien, sur la négociation diplomatique, puis il y a le candidat qui comme ça, dès qu'il en a le temps, vient faire quelques discours, et il était à Poissy cette semaine, et il a fait des annonces quand même assez fortes, notamment ce fameux dividende salarié. Ça vous a évoqué quelque chose, ce dividende, qui est un peu l'idée qu'il y a de la richesse, l'économie va bien, mais il faut bien la distribuer. C'est un peu ça l'idée. Oui, l'idée c'est d'inclure les salariés dans la répartition de richesse des entreprises, de les inclure mieux. L'idée derrière aussi, c'est de ne pas augmenter les salaires et de trouver des moyens d'augmenter les revenus des salariés sans forcément toucher au salaire. Voilà, donc c'est une bonne idée, c'est une redéfinition du pacte social. C'est ça. C'est l'entreprise crée en fait, c'est une participation sur les bénéfices. Donc, exactement. Il faut qu'il y ait des bénéfices. C'est un peu le problème en temps de crise. C'est un sujet qui est porté par Thibault Langsat, qui portait aussi participation, évidemment. Il était l'ambassadeur d'ailleurs, puis il portait aussi ce dividende. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a l'idée et vous l'évoquiez tout à l'heure, nous on va tirer profit d'une opportunité historique. Il y a la question du partage des richesses pour les salariés quand même. Cette question, elle est posée par le président de la République, le candidat. C'est essentiel. Aujourd'hui, la crise qu'on vit, c'est une crise effectivement où depuis peut-être une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années, on est sur un décrochage effectivement entre des bénéfices d'entreprise et des salaires qui sont bloqués. On sait tous quelle est la raison principale. Peut-être une petite erreur où on a dit qu'il fallait faire 35 heures par semaine absolument. Vous le remettez sur la table. Le président, le candidat, là, on n'a pas parlé, ça, Madame la Oui, mais parce que il en a parlé. Il a dit qu'il allait le supprimer. Supprimer. Très bien. Ce qui est intéressant. Donc vous êtes rassuré, il va supprimer les 35 heures aussi. Alors pour ce qui nous concerne, on est rassuré depuis longtemps, puisque en fait on est au forfait jour, on n'est plus. C'est réglé. Voilà, c'est réglé. Voilà. C'est réglé, mais ça permet surtout de réimpliquer en fait le collaborateur dans la valeur de l'entreprise. Et ça permet en fait de recréer cet affectio societatis qui est hyper important. C'est-à-dire que ce qu'on redécouvre tout simplement, et le télétravail nous l'a montré, c'est que si on est vraiment tous uniquement là pour faire son travail, uniquement son travail de façon séparée, individuelle, finalement on ne crée pas de la valeur, on ne crée pas y compris de la valeur humaine. Et ce qu'on est en train de redécouvrir petit à petit avec cette sortie de crise sanitaire et cette entrée dans cette crise effectivement assez importante en Ukraine, diplomatico-mondiale, à minima européenne, on va recréer en fait finalement ces petits groupes d'humains et ces petits groupes d'humains qui arrivent à créer de la valeur. Il y a beaucoup de positifs dans votre discours, c'est intéressant.
Pourquoi? Oui. Non, mais non, parce que le climat ambiant nous dit des Français qui se paupérisent. Les Français sont complètement fatigués, déprimés. Il y a un baromètre qui est sorti là, le 9 mars. Covid. Opinionway Empreinte Humaine, et qui dit que 36% des Français qui travaillent sont en burn-out. C'est monstrueux. Cabinet Empreinte Humaine qui vient souvent ici d'ailleurs. Voilà, donc c'est quand même impressionnant. Et dont 16% sont en burn-out sévère. Donc ça, c'est de la destruction de richesse humaine. Frédéric Miernel, côté culture, alors Théâtre du Châtelet, vous avez des collaborateurs, hein, vous avez aussi des collaborateurs qui se logent, qui se déplacent en voiture, qui ont leur pouvoir d'achat. La question fondamentale qui sera, il ne reste plus que 32 jours hein, pour le premier tour, donc tout ça va aller très vite, mais c'est un mois. Mais c'est la question du partage des richesses qui est posée aussi là. Parce que les salariés disent, nous, tout augmente, nos salaires n'ont pas beaucoup augmenté, on voit un prix qui va progresser dans l'énergie, dans le pétrole et dans le blé, puisque ça va impacter le pain et tous ces produits alimentaires. Enfin, bref, une montée des prix, les salaires vont rester au même endroit. Donc il y a un sujet quand même. Il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a ce que vous venez d'évoquer, en l'occurrence 36% des gens qui sont aujourd'hui plus ou moins en burn-out ou en dépression. Il y a aussi 70% des gens qui déclarent objectivement s'ennuyer au travail. Et puis il y a enfin 60% des gens qui ne veulent pas revenir en entreprise pour continuer en télétravail. Donc l'un des axes, à mon avis, majeurs sur lequel le gouvernement travaille, et c'est pour ça que la participation et l'intéressement sont des domaines extrêmement intéressants, c'est de recréer de l'adhésion avec l'entreprise. Recréer cette idée qu'on contribue directement à un projet collectif, comme vous venez d'évoquer, mais aussi à un projet financier. Ce n'est pas seulement rétribuer différemment les salariés, je pense que c'est aussi recréer ce système où finalement le collaborateur fait corps enfin avec son entreprise. Et on en a besoin parce que depuis 3 ans, depuis 4 ans maintenant presque, les uns et les autres se distendent en termes de liens de l'entreprise dont on nous a beaucoup expliqué à une époque qu'elle était créatrice de liens sociaux. Excusez-moi, c'est quand même un enjeu fort, la répartition des richesses portée d'ailleurs par la voix du candidat Macron, parce que c'est aussi le lien social, mais plus que ça, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas, je dirais, d'explosion sociale. Parce que cette question, elle est posée. On sort d'une crise Covid très dure, des salariés qui ont été résilients en l'occurrence. Et puis là, on leur dit, écoutez, on ne peut rien faire. Vous savez, le gaz vient de Russie, on le paye un prix fou, le pétrole aussi. Vous voyez, vous avez ce regard-là, quand même, de sorte d'un côté abrasif sur ces sujets ? Alors, effectivement, si on se contente de regarder rapidement la photo, on peut être effectivement dans ce catastrophisme. Moi, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a plein de sujets sur lesquels la population a été relativement résiliente. Et ce qui est intéressant dans les propositions d'Emmanuel Macron à ce stade, c'est qu'effectivement, on va recréer cette valeur, on va recréer en fait cette non-distance entre le salarié et l'entreprise. Enfin, c'est un projet, hein, c'est pas... On est bien d'accord. Et finalement, en fait, c'est ce que je pense on doit retenir de cette crise Covid-19. Madame le disait, il y a énormément de burn-out. Si on regarde bien les raisons principales du burn-out, en fait, c'est cette désaffection entre ce que je suis en train de faire et la valeur sociétale de ce que je vais amener. Alors nous, on en parle avec assez peu de distance, puisque du coup, dans notre métier... Il y a du sens, oui. Il y a du sens, bah oui. Donc on attire énormément de collaborateurs qui viennent justement chercher ce sens-là, y compris des cadres qui étaient dans des grandes entreprises avec des grands salaires et beaucoup de bonnes conditions salariales et qui finalement reviennent dans notre typologie d'entreprise en disant mais moi j'en ai ras-le-bol de effectivement des énormes mastodontes, faire des choses qui n'ont pas de sens réel, des réunions, et je veux revenir en fait de la réunionnite, oui, bien sûr, effectivement, c'est de ça dont et effectivement je veux revenir en fait sur des choses beaucoup plus concrètes. Et cette crise, juste pour finir, cette crise effectivement ukrainienne, elle va nous permettre de réindustrialiser, notamment sur des sujets qui sont proches de nos humanités. C'est quoi ? C'est l'agriculture, l'éducation et effectivement la consommation durable d'un certain nombre de produits. Et peut-être certaines industries, puisqu'on voit des constructeurs automobiles qui ont mis leur chaîne de montage à l'arrêt parce qu'ils n'ont pas la matière, des fabricants de pneus avec des salariés qui se sont arrêtés parce qu'ils n'avaient pas le produit à base de carbone fabriqué notamment en Ukraine. Il y a 2 sujets que j'aimerais évoquer avec vous. Il y a le MEDEF qui lance l'idée qu'il faut revenir au chômage partiel. Alors c'est une proposition du MEDEF, c'est-à-dire vous qui tenez au mot résilience et Marine Balançard qui porte le quoi qu'il en coûte, là avec la proposition du MEDEF, on est quand même sur l'idée de il faut repartir comme pendant la guerre contre le Covid, mais cette fois-ci version Ukraine. C'est-à-dire le MEDEF dit on ne va pas pouvoir garder tout le monde. Cette question vous est posée, vous, côté culture, où vous dites, nous, on continue nos spectacles, tout roule Tout roule. Nous, on continue nos spectacles en espérant que le public revienne. C'est ça. Parce que dans ces moments de trouble, effectivement, aller se divertir, aller on se replie un peu, de se retrouver en émotion collective dans une grande salle, ça devient compliqué. Et en même temps,
pardonnez-moi, je fais une incidente, mais la semaine dernière, le Théâtre du Châtelet a organisé une grande soirée solidaire avec le peuple ukrainien. Ça a été à la fois un succès public extraordinaire, un succès d'émotion comme on en avait rarement vu, à la fois sur scène pour les artistes ukrainiens qui se produisaient et dans la salle pour ceux qui sont venus s'engager auprès d'eux pour participer à ce moment un peu exceptionnel. Donc, quoi qu'il en coûte, côté culture, sur le quoi qu'il en coûte, c'est ce qui a sauvé la culture. Oui. Il y a 2 ans en arrière, il faut quand même qu'on se le rappelle, Oui. où les salles étaient empêchées, fermées. Là, on est dans un dispositif un tout petit peu différent, puisque les salles vont rester ouvertes. Oui, lundi, c'est fini, il n'y avait plus de passe sanitaire. Plus de passe sanitaire, les salles restent ouvertes, on n'est pas empêché de faire notre métier. Pour autant, dans certaines activités que vous évoquiez tout à l'heure, il y a effectivement cette nécessité de venir en aide à ceux qui ne sont plus en capacité d'exercer. De pouvoir produire. C'est ce qui s'est passé avec l'activité partielle il y a 2 ans en arrière. Mais il faut aussi que le MEDEF entende qu'il y a une très grande différence entre être empêché de faire son métier d'un côté et être dans la difficulté de le faire de l'autre. Ce sont 2 choses très différentes. Marine Balançard a l'air d'être d'accord avec vous. Vous trouvez, j'allais dire, culotté l'idée que le MEDEF le demande, ou après tout, ils sont dans leur plein droit de dire nous, on est en cession dans certains secteurs, cession ou difficulté de produire. Donc il faut qu'on soit au chômage partiel. Non, mais ils peuvent toujours demander, puisque c'était quoi qu'il en coûte, et qu'on pouvait presque tout avoir. C'était, c'est l'imparfait là même. Ouais. Non, mais c'est toujours en fait. Mais vous avez raison, être empêché, et puis la situation actuelle, c'est complètement différent, mais c'est toujours cette histoire de quoi qu'il en coûte. Ça va nous coûter une fortune. C'est le sparadrap qui colle au doigt. On peut noter que l'État intervient maintenant de plus en plus en entreprise. Dès qu'il y a un pépin, on appelle le gouvernement à la rescousse. Et c'est ça. Ça vous semble paradoxal venant du MEDEF, l'entreprise, la liberté, la création, après tout. Mais en fait, l'État s'est complètement immiscé dans la vie des entreprises, prend des participations. La BPI est à fond dans les entreprises. Ils appellent les entreprises pour leur proposer des financements. C'est extrêmement étrange. Vous en pensez quoi, vous, côté chef d'entreprise, dans l'éco-contribution? Vous dites ils ont raison, le MEDEF, parce qu'on va arriver petit à petit, si ça continue, et ça va continuer, à une situation difficile, ou est-ce qu'après tout, on n'est plus dans la situation du quoi qu'il en coûte Covid? Revenons pour répondre à votre question, moi je voudrais qu'on se réinterroge en fait sur la santé de nos salariés, de nos collaborateurs. C'est-à-dire que ce que nous a permis en fait le quoi qu'il en coûte pendant la crise du Covid, ça nous a permis en fait d'éviter un maximum de drames sociaux. Et ce qui est intéressant dans cette crise du Covid-19, c'est qu'effectivement, on a permis à des salariés, des collaborateurs, avec ce chômage partiel, d'éviter en fait d'être complètement déstabilisés en tombant au chômage, en ayant des problèmes de remboursement. Un amortisseur social. Etc. Et on voit que du coup, quand ça redémarre très très fort. Et très fort, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, on était dans une situation avant la crise ukrainienne qui était très positive, y compris d'un point de vue salarié, etc. La question qui va se poser, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez souligné tous les deux, pour quelles raisons, en fait, on pourrait remettre en place un dispositif de chômage partiel? Je pense que le sujet, vous l'avez abordé, c'est le sujet, en fait, des coûts de l'énergie, qui, effectivement... va gréver certains secteurs. La vraie question, en fait, ça va être de savoir si c'est momentané, quel est le pas de temps qu'on va avoir devant nous. C'est-à-dire que si le pas de temps, en fait, il est très important, on n'est pas dans un dispositif d'amortisseur social. On est dans un dispositif où on va devoir les experts changer. annoncent que ça va durer. Vous en avez. On est bien d'accord. Voilà, par exemple, sur l'énergie, on est bien dans une politique aujourd'hui où on va changer en fait nos modalités de consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui énormément de plans pour investir, par exemple, sur l'hydrogène. Si vous baladez on avait fermé Fessenheim. Certains disent quelle bêtise, il fallait laisser Fessenheim ouvert. Ça, personne ne pouvait imaginer qu'il y aurait la guerre en Ukraine. On est d'accord. Mais c'est facile. Je veux pas terminer parce que je veux qu'on parle des retraites. Ouais, mais juste pour finir, je suis pas en capacité de vous dire si effectivement c'est une bonne ou une mauvaise idée. La seule chose, c'est qu'il faut bien... Vous mouillez pas sur ce coup-là. Non, c'est pas que je me mouille pas, c'est que je pense qu'il faut vraiment, pour pouvoir y répondre, faire le comparatif entre le coût sociétal global sur le long terme d'un dispositif où on a un chômage de masse qui revient versus effectivement le dispositif, une aide temporaire, limitée dans le temps. Sujet irritant pour terminer, alors, il vient d'être ouvert, hein, c'est l'annonce du président de la République, cette fois-ci candidat, encore une fois, de faire passer l'âge légal de manière à régler définitivement cette loi qui avait été votée en première lecture à l'Assemblée, réforme des retraites. Tout ça tomberait, si d'aventure il était élu, pour faire passer l'âge légal du départ à la retraite à 65 ans. Alors il l'a expliqué, il a donné quelques détails, ce n'est pas brutal, tout ça se ferait sur une période d'une dizaine d'années avec 4 mois de cotisation par année pour arriver à 65 ans.
Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça a évoqué chez vous, ce serpent de mer des retraites? Alors moi, là-dessus, j'ai une vision malheureusement assez négative. Parce que la problématique de l'âge porté à 65 ans concerne évidemment les salariés qui peuvent être en difficulté d'aller jusqu'au bout. Mais elle concerne surtout les entreprises, dont le sport quand même préféré est de se séparer des plus de 50 ans, 50 ans. Voire moins. Donc en fait, la question, elle est moins de savoir si les collaborateurs sont prêts à travailler jusqu'à cet âge que de savoir si les sociétés sont prêtes à les garder jusqu'à cet âge. C'est vrai. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'à partir de 50 ans, pour de multiples raisons, parce que les gens sont trop chers, parce qu'ils sont soi-disant inadaptés, parce qu'il manque de capacités technologiques, pour plein de raisons, on se sépare d'un certain nombre d'entre eux, en estimant que de plus jeunes, évidemment, vont apporter un oxygène un peu différent. Et moins cher. En étant moins cher, parce qu'il y a des augmentations de salaire un peu artificielles dans beaucoup d'entreprises, avec des systèmes, par exemple, de primes d'ancienneté qui viennent à un moment donné, évidemment, pénaliser les plus anciens. Mais la réalité, c'est qu'on voit bien que le taux de chômage des plus de 50 ans est terrible. On voit bien que les entreprises ne sont absolument pas prêtes à changer la donne en matière de recrutement en embauchant des gens de plus de 50 ans. On en parle de plus en plus, mais les chiffres ne sont pas probants. Ça, c'est La vrai. vraie difficulté, c'est celle de l'étirement de la précarité. Donc moi, je suis bien sûr 100% d'accord pour que, pour les problèmes de financement qu'on connaît, on prolonge le temps de travail des gens. Encore faut-il que les entreprises jouent ce jeu. 2 minutes chacun sur ce sujet qui est un irritant, qui est d'ailleurs peut-être un chiffon rouge jeté pour que dans le mois de campagne, il y ait débat, parce que chaque candidat, là en l'occurrence, a une proposition sur les retraites. Certains c'est 60 quand ils sont à gauche, certains c'est 65, en l'occurrence le candidat Macron. Vous en pensez quoi? Parce que c'est le vrai sujet là, de lancer à un mois du premier tour l'idée qu'il faut réformer les retraites et démarrer à 65 ans. L'idée, c'est qu'il faut travailler beaucoup plus, déjà, pour rembourser la dette et pour ne pas augmenter les impôts. Donc il répond à Bruxelles, là. Enfin, oui, c'est ça. La retraite moyenne en Europe, je crois que c'est 64 ans. Et juste pour préciser vos propos, je crois que le problème, c'est pas les plus de 50 ans, parce que 50-54 ans, on est encore pas mal employé, à 80%, mais c'est plutôt 54-65, justement. Là, on tombe à 50%, et les gens perdent leur emploi, et puis passent dans des... Ils font des passerelles ensuite vers les retraites. Voilà, exactement. Et donc, oui... mais l'âge de la retraite à 65 ans, c'est évident, mais c'est depuis que je fais mes études. Pour vous, c'est évident? Enfin, je veux dire, non mais moi, depuis que je fais mes études, il y a un problème de financement des retraites. On est d'accord. Et là, en plus, on est en permacrise. On passe d'une crise à l'autre. Il n'y a plus de période sans crise. Et on est endetté jusqu'au cou. Donc, à part travailler plus longtemps. Mais en fait, on a été la cigale. Et on l'est encore, d'ailleurs, puisque ça fait écho au débat du quoi qu'il en coûte, avec la question que soulevait Arnaud, qui est de calculer, de faire le calcul entre ce qu'on dépenserait dans le quoi qu'il en coûte, ou combien nous coûterait un chômage de masse, évidemment, moi, je préciserais que et le coût social. Le quoi qu'il en coûte, il n'existe pas dans les autres pays. En Allemagne, on n'a pas autant dépensé pour la crise, et les gens ne sont pas... Il y a eu en Italie un petit quoi qu'il en coûte, mais qui a duré beaucoup moins longtemps que chez nous. Vous en pensez quoi de cette question du débat de la retraite, de l'âge légal? Parce que mécaniquement, c'est vrai qu'on a une énorme difficulté pour les retraites, pour justement les financer, et dire finalement à la génération qui va partir dans 10, 15, 20 ans, on vous garantit une retraite, ce qui n'est pas acquis. C'est une bonne idée de lancer un irritant comme ça, parce que c'est un sujet profondément irritant. Alors moi, je ne fais pas de philosophie politique, donc je ne sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. La seule chose que je sais, c'est que j'ai la chance d'être vice-président d'un groupe de formation qui s'appelle le groupe Unilassal, et qu'on forme nos jeunes, en fait, de façon assez probante, à cette idée que tout au long de leur carrière, ils vont devoir continuer à se former pour effectivement rester dans des situations d'employabilité le plus longtemps possible. Alors, je ne sais pas si c'est la faute des entreprises, la faute des collaborateurs, etc. Où on a Vous reconnaissez que l'entreprise se déleste assez rapidement de... Je reconnais, et moi-même, dans ma jeunesse, j'ai eu le malheur de devoir licencier des collaborateurs qui avaient 55, 56, pratiquement 60 ans, parce qu'en termes de comptabilité, on était dans les années 2000, et en termes de comptabilité, on avait commencé sa carrière avec un bon cahier et un bon crayon, oui, et puis là, on était sur des systèmes d'information, et qu'on n'avait pas investi sur la formation. Tout ça pour vous dire que la retraite à 65 ans, c'est un très bon sujet, dès lors qu'on est en capacité de le lier avec deux autres sujets qui sont importants pour nos collaborateurs, le parcours professionnel, et être en capacité de nous assurer, peut-être, par exemple, dans vos activités, qu'un danseur, quand il arrête sa carrière parce que physiquement, il ne peut plus rien faire, il puisse avoir une carrière complémentaire et poursuivre ses activités sur d'autres choses. Dans l'univers du théâtre et de la culture. Exactement, dans son univers de référence. C'est ça, c'est comment on... Et de l'autre côté, qu'on soit en capacité, finalement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nos technologies progressent en permanence,
de continuer à former tout au long de sa carrière un collaborateur. Donc il manque des mots à la phrase du président. Le discours était assez long, mais cette Je idée pense que de... le Premier ministre l'a reprécisé en précisant qu'effectivement, il y avait des sujets autour des parcours professionnels qui devaient aussi être questionnés. Mais je pense que le débat, il n'est pas que sur l'âge de la retraite, mais il est bien sur l'âge de la retraite lié à une capacité en fait d'avoir des collaborateurs en situation d'employabilité. Je m'en excuse, j'avais plein d'autres questions, notamment sur le débat entre les travailleurs manuels et les travailleurs du tertiaire, parce que pour certains métiers, on peut travailler au-delà de 65 ans. C'est pas vrai pour un danseur étoile, mais c'est vrai pour beaucoup de métiers dits intellectuels, et c'est moins vrai pour un maçon, pour un plâtrier, pour quelqu'un qui porte des charges lourdes. On sait qu'à 50 ans, il ne peut plus effectuer ce métier. Et même avant. Merci d'être venu nous éclairer sur ces sujets d'actualité. Merci à Marine Balançard, DG du cabinet Ariséal. Merci à Arnaud Humbert-Droz, président exécutif de Val d'Elia, autour de l'éco-contribution, société autour de l'éco-contribution. Et puis Frédéric Hivernel, merci, DRH du Théâtre du Châtelet, investi et engagé justement dans cette cause ukrainienne. Vous l'évoquiez, je pense que c'est peut-être d'autres événements qui se prépareront au sein de votre théâtre. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler recrutement chez Kiloutou. Bah oui, vous savez, les matériels Kiloutou. On a tous loué un jour du matériel chez Kiloutou.